rebonjour à tous, bienvenue, on est vraiment ravis de vous compter parmi nous aujourd'hui. Donc, nous allons vous présenter aujourd'hui notre webconférence qui est managée par la QVT et prévenir les RPS. Donc, on se représente, donc je suis Eva Rouge, consultante au sein d'Amplitude en charge de la communication. Bonjour, je suis Caroline Sider, directrice exécutive d'Amplitude et je suis ravie d'être avec vous pendant ce webinaire. Voilà, on a eu un petit souci technique au départ en se lançant, mais ça va aller très bien. Ce que je vous propose, c'est de savoir quelque part ce qui vous amène parmi nous aujourd'hui. Et pour ça, je vais relancer donc notre sondage de départ. Voilà, c'est parti. Et je ferme les votes. Donc, les résultats ont été partagés, mais moi, je ne les vois pas. C'est un petit peu embêtant. De mon côté non plus, petit problème technique. Pas vu de vote. Bon, ben on fera sans vote, c'est pas grave. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a deux logiques qui viennent ensemble. Finalement, la logique de manager par la QVT, qui est finalement une logique de prévention primaire, l'objectif étant d'éviter que les risques n'interviennent. Et la prévention des RPS est plutôt, en tout cas un vocable qui est utilisé dans le cadre de prévention secondaire, c'est-à-dire comment faire en sorte qu'à partir du moment où les risques ne peuvent pas être évités, eh bien, le collaborateur, le salarié, a avec lui toutes les ressources matérielles, les ressources d'accompagnement, les ressources psychologiques et sociales qui vont lui permettre de ne pas tomber en risque. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être que nous enchaînions. Eva, je crois que tu avais une question à nous poser. Oui, tout à fait. Du coup, éventuellement, on peut commencer par poser ce qu'est la QVT et savoir comment elle fonctionne. Oui, tout à fait. Je pense que définitivement, on a comme un souci. Eva, est-ce que toi, tu as les flèches pour… Oui. Alors, c'est bon, j'ai la main. Voilà. Super. Du coup, voilà. Du coup, est-ce que, Caro, il existe également une définition pour le RPS? Alors, je ne sais pas où nous en sommes, ce n'est pas grave. Donc oui, puisque moi, les slides ne passent pas. Donc oui, la définition de la QVT déjà. Donc, selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est un large champ qui englobe aussi bien des conditions physiques que des éléments psychologiques, des éléments d'interaction pour chaque être humain. Finalement, on est sur quelque chose qui est très intrapersonnel et donc c'est assez complexe à gérer. Et pour répondre à ta question, donc est-ce qu'il existe une définition du RPS? Alors là, c'est un petit peu plus difficile. En tout cas, si on n'est pas un médecin ou si on n'est pas un psychologue, c'est difficile, en tout cas si on est un manager, de dire voilà, vraiment la personne est en risque psychosocial. Donc, par contre, ce que peut faire le manager, c'est qu'il peut, je dirais, détecter ce que nous, on va appeler un potentiel RPS. Alors, on va voir comment il peut s'y prendre pour détecter ce potentiel RPS. Et dans le cas où, effectivement, suite à ce qu'on va appeler l'entretien d'écoute QVT, eh bien, il va percevoir qu'il y a un potentiel risque, il pourra s'appuyer sur le réseau d'aide, notamment le réseau de santé au travail. D'accord, merci Caro. Alors, passons au champ d'application de la QVT. Donc, si on reprend ce champ, on peut voir que la QVT est décrite dans l'accord national interprofessionnel et elle est perçue par tout ce qui est information partagée, les relations au travail, les relations sociales. Donc, on voit que cela est très varié et donc très différent selon les personnes, la personnalité et leur vie.
Oui, tout à fait. Alors, il y a quand même, et les rédacteurs de l'accord national interprofessionnel le disent, il y a quand même un élément clé qui permet de favoriser la qualité de vie au travail, c'est l'accès pour le salarié à la parole. Alors, ça peut être bien sûr dans le cadre d'actions collectives, mais également d'actions du quotidien, véritablement le fait que le salarié puisse se donner accès à la parole. Alors, soit il va se la donner lui-même, soit il va falloir que le manager et son écosystème lui permettent de se donner accès à cette parole. Et avec cette parole, il va, je dirais, mettre des mots sur les mots, c'est-à-dire pouvoir accéder à une certaine réflexion. Et là, aussi, il influence son écosystème autour de lui et il peut être acteur de sa QVT. Et cet élément de parole, donc d'échange, et donc l'élément managérial est extrêmement important en ce qui concerne le fait d'être acteur de sa QVT. D'accord, merci Caro. Je rebondis juste sur le chat, donc apparemment personne n'a réussi à avoir accès au sondage, il faudra qu'on le laisse éventuellement un peu plus longtemps la prochaine fois. Voilà, tout à fait. Apparemment, effectivement, il y a un souci de fonctionnement et nous en excusons. Très bien. Donc du coup, Caroline, tu nous as parlé principalement du manager, mais quels sont les autres acteurs de la QVT? Alors, donc on a parlé du manager, des acteurs de la santé au travail, mais il y a bien évidemment la direction au travers de sa politique d'entreprise, la façon dont elle donne du sens et aussi sa politique QVT tout simplement. Il y a le salarié lui-même, le salarié est le premier acteur de la QVT et de sa propre QVT. Et puis, il y a bien sûr tout l'environnement autour du manager et du salarié, comme les RH, comme les élus. Et si vous voyez le schéma qui est devant vos yeux, finalement, c'est une sorte de schématisation de comment fonctionne la QVT perçue. Alors, la QVT, je dirais, elle fonctionne en système. Les petites flèches que vous voyez sur les côtés, ce sont les facteurs de potentiel risque selon le rapport Golac. On voit qu'il y a une première sphère, qui est la sphère dite individuelle, c'est-à-dire que le salarié est, oui ou non, en capacité de faire face aux exigences émotionnelles de son travail. Donc pour ça, il y a la façon dont lui-même il est en assertivité, donc lui-même il gère son stress et il gère ses émotions, mais il y a aussi bien sûr le manager qui peut l'y aider. Vous voyez sur la droite, sécurité socio-professionnelle et conflit de valeurs. Là, on est vraiment dans la sphère de la politique d'entreprise, la sphère de la direction. Et effectivement, c'est extrêmement important que le salarié puisse se sentir sécurisé et partager le sens de l'entreprise. Vous avez la sphère dite managériale, mais elle concerne aussi les relations de travail avec les collègues et bien sûr tout ce qui est marge de manœuvre et autonomie. Et puis la sphère autour des conditions matérielles d'exercice du travail, mais des conditions de travail, de tout ce qui est lié aux horaires de nuit, tout ce qui est lié à la charge de travail, et on y reviendra. Alors, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que ce système, il peut être orienté positivement ou négativement. Et un seul élément positif peut orienter positivement tout le reste du système. Je vous donne un exemple. Le salarié se donne accès à la parole. Il va voir son manager. Il lui dit comment il se sent. Il lui dit quelles sont ses solutions. Évidemment, le manager comprend un peu mieux de quoi le salarié a besoin, il adapte son management et bien évidemment, il lui permet de plus donner de sens ou plus éventuellement agir sur ses conditions de travail. Inversement, un facteur est orienté négativement et en fait les autres ont beau être orientés positivement, ça ne marche pas. Je prends un exemple. Sur le facteur métier, vous mettez en œuvre des salles zen, des conciergeries, enfin plein d'actions pour faciliter la qualité de vie au travail de vos collaborateurs. Et le salarié, tout simplement, ne s'en saisit pas. Parce que peut-être qu'il y a un facteur managérial mal orienté et le salarié se dit de toute façon mon manager il va croire que je suis un tir au flanc et que je veux pas trop travailler et voilà. Et donc finalement le système n'arrive pas à s'orienter positivement. Donc en fait ce qui est intéressant c'est de pouvoir
agir simultanément sur l'ensemble des facteurs qui influencent la qualité de vie au travail perçue. Ok, mais du coup, Caroline, quels sont au final la place et le rôle du manager dans tout ça? Alors, le rôle du manager et la place du manager. Je vais juste poser une petite question. Eva, est-ce que tu arrives bien à faire évoluer le diaporama? Ok, pas de souci. C'est bon de mon côté. Moi, je ne vois toujours rien, c'est pour ça. Alors, la place et le rôle du manager. Ce qui est important, c'est effectivement donc de se rendre compte que le manager n'est pas le seul responsable de la qualité de vie au travail, bien sûr. Il est accompagné, je dirais, de plein d'autres acteurs qui sont véritablement moteurs dans la qualité de vie au travail. Néanmoins, c'est le seul qui peut orienter favorablement l'ensemble des sphères. C'est-à-dire qu'il peut ou ne peut pas donner une vision globale, donner du sens, partager la politique de l'entreprise. Il peut ou ne peut pas permettre aux salariés de gérer au mieux ses émotions et d'être acteur de ses conditions de travail. Et il peut ou ne peut pas faire des remontées et agir sur tout ce qui est charge de travail. Donc, véritablement, le manager, il est un petit peu au cœur et il a une place, je dirais, prépondérante en ce sens. D'accord, ok. Donc si je comprends bien, le manager est vraiment un acteur clé de la QVT, mais j'imagine que depuis ce contexte de crise sanitaire, de nouveaux RPS ont dû apparaître. Comment gérer tout ça? Alors, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que, certes, il y a de nouveaux risques, on va les voir ensemble, mais il y a aussi de nouvelles opportunités. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le manager, il peut véritablement se dire que le changement, tout ce qui se passe et tout ce à quoi nous avons été finalement contraints, eh bien, c'est aussi une opportunité de se réinventer, une opportunité de développer de nouvelles compétences. On parle des compétences du 21e siècle, comme le lâcher-prise. Je suis sûre qu'il y a énormément de managers qui ont beaucoup lâché prise dans le cadre du management du télétravail de leurs collaborateurs. Et finalement, c'est peut-être pour le mieux. Donc, le changement, ce qui peut être perçu comme une contrainte, ce qui est peut-être perçu comme une contrainte par le manager, bah, finalement, ça peut être un levier d'ouverture et de meilleure QVT pour le collaborateur et inversement d'ailleurs. Alors, Ok. on va peut-être pour arriver sur les nouveaux risques. Oui. Voilà, donc nous avions un deuxième sondage qu'on voulait vous faire passer pour savoir quels étaient, selon vous, je dirais, les nouveaux facteurs qui influencent le plus la QVT, mais je ne vais pas le relancer parce que j'ai l'impression que les sondages ne marchent pas aujourd'hui. En gros, hein, on a essayé de définir quels pourraient être les nouveaux risques ou nouvelles opportunités, et on va commencer par la digitalisation. Eva, tu es dessus? Oui. Ok, super. Alors, la digitalisation, je dirais qu'il y a effectivement des risques. Alors, le premier risque, c'est l'infobésité, cette surcharge d'informations qui nous arrive partout. Et c'est intéressant de voir que il y a véritablement un risque que via cette infobésité, il y a aussi une sorte d'addiction au numérique. Et là, je trouve que l'étude de la partie hormonale qui est en nous est intéressante, c'est-à-dire que aujourd'hui, il faut savoir qu'à partir du moment où j'essaie de me concentrer et de faire un effort pour être dans une tâche de concentration, je peux avoir tendance à beaucoup m'auto-interrompre du fait des outils digitaux. J'ai qu'une envie, c'est d'aller traiter un mail, regarder les messages qui me sont arrivés sur les réseaux sociaux ou mes textos, ou voilà. Parce qu'il faut savoir que quand je suis en effort, eh bien, le fait de m'interrompre est quelque chose qui m'envoie une dose d'endorphine et je peux très vite tomber dans une certaine, dans une certaine addiction à cette dose de, entre guillemets, plaisir soudain, plaisir facile. Et au final, on en arrive à ne plus être en capacité de véritablement se concentrer ou traiter vraiment bien les informations qui nous sont données.
Autre risque, c'est bien sûr la sursollicitation. J'envoie un mail, j'attends que tout de suite tout le monde le lise. J'envoie une sollicitation sur un réseau social d'entreprise. Eh bien, il y a une sorte de tyrannie de l'urgence également qui peut arriver. OK, ça c'est les risques. Mais il y a aussi des opportunités et on le voit bien. Finalement, une collaboration qui est réinventée, une circulation de l'information qui se fait complètement différemment. Aussi, il peut y avoir des aspects de gamification du travail. Alors, plutôt une certaine ludicité dans l'exercice du travail qui peut avoir quelque chose d'un petit peu agréable de temps en temps. Et puis, bien sûr, un meilleur suivi de ce qui se passe pour le collaborateur, mais aussi un meilleur suivi pour le collaborateur de ce qui se passe avec son client. Donc, il y a aussi des facteurs positifs si on arrive à bien, je dirais, orienter son management du quotidien pour pouvoir faire qu'on soit plus dans l'opportunité que dans le risque. On peut peut-être passer aux facteurs de QVT nouveaux. Voilà, le changement permanent, on y est, va? Oui, voilà, super. Alors, il y a bien sûr, de par le monde dans lequel on vit, même bien avant le Covid, des risques liés à ces changements permanents. Alors, il y a le risque, bien sûr, de perte de confiance. Je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus quel est mon métier. Je perds du sens également. Mais il y a aussi des risques liés au surinvestissement. Il y a plein de projets dans les entreprises aujourd'hui qui, en mode agile, qui apparaissent. On favorise beaucoup la transversalité. Et finalement, il y a plein de choses hyper intéressantes et il y a beaucoup de gens qui s'investissent énormément dans plein de choses et finalement, ça arrive en plus de leur travail du quotidien. Il faut savoir qu'il y a un potentiel risque de surchauffe autour de ça. Et voilà, c'est des éléments à prendre en compte. Inversement, je vous en ai parlé. Le changement permanent, c'est aussi un renouveau pour le collaborateur. Peut-être va-t-il découvrir de nouvelles choses en lui. On s'en est rendu compte au moment du confinement. On a réussi à réinventer ensemble notre façon d'être, notre façon de travailler et on peut développer de nouvelles compétences, dites compétences du 21e siècle. La première, l'authenticité, est important. Beaucoup d'entreprises en parlent, mais il faut savoir que dans le monde d'aujourd'hui, quelque part, je prends l'exemple de la méthode agile, mais même sans être en méthode agile, on est en sprint de 3 semaines, on ne peut pas trop passer par 4 chemins, on a besoin d'être dans un rapport vrai, dans un rapport simple, et je dirais peut-être faire tomber un peu les barrières de circonspection dans les rapports avec les uns et les autres. Donc ça, c'est important, ça nous apprend aussi que on peut être soi, on peut parler en communication non violente et ça peut permettre de renouveler les rapports au travail. Le lâcher-prise, je vous en ai parlé. L'humilité aussi, à un moment donné, on ne sait rien parce qu'on se lance dans l'action et puis on voit en amélioration continue ce que ça fait. Donc, c'est important aussi que le manager garde en ligne de tête que certes, il peut y avoir des risques, mais peut-être que le collaborateur n'en prend pas conscience, mais qu'il a développé en lui de nouvelles qualités, de nouvelles capacités. Et ça, c'est important. Le télétravail. Alors oui, on a le télétravail aujourd'hui et il y a des risques. Il y a des risques effectivement d'isolement social. On peut dire un peu loin des yeux, loin du cœur. Et bon, voilà, il ne faut pas qu'on en arrive là. Donc, c'est vrai que le manager se doit d'être peut-être même encore plus présent, en tout cas en intérêt porté à l'individu qui est son collaborateur. Il peut y avoir aussi des déséquilibres, parce que j'ai appelé des déséquilibres humains. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir, par exemple, des gens qui activent leur caméra en réunion visio et puis d'autres qui ne l'activent pas. Alors, il y a plein de raisons, de très bonnes raisons. J'ai pas la bande passante, ça fonctionne pas, ok. Il faut savoir qu'il y a quand même quelque chose d'un peu philosophique à creuser sur, finalement, je vois sans être vu. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu dans la surprotection et est-ce qu'on n'a pas parfois deux façons différentes d'investir les rapports humains qui sont en train de se créer
Et voilà, c'est quelque chose qui, à mon avis, est intéressant à investiguer, en tout cas. Il y a effectivement des éléments de désorganisation à couper avec l'équilibre vie pro-vie perso. Évidemment, quand je suis en télétravail, potentiellement, je me prépare moins. Peut-être je m'habille moins, peut-être pour les femmes, je me maquille moins. Et puis, je n'ai pas mon temps de transport, qui est le moment où véritablement, je rentre dans ma journée de travail. Donc, du coup, tout peut un petit peu se géopardiser, et ça, c'est quelque chose d'important à prendre en compte. Inversement, beaucoup de personnes, dans le cadre du télétravail, disent voilà, moi c'est super, je gagne je suis beaucoup moins fatiguée, je gagne bien sûr en temps de transport. Il y a des personnes qui se disent aussi j'ai l'impression de pouvoir mieux faire mon travail, parce que je suis moins dérangée à droite à gauche. Et puis aussi, ça peut permettre à certains managers de redécouvrir leurs collaborateurs un petit peu différemment. Donc, ça peut être finalement un changement qui peut être quelque chose de positif. Enfin, c'est peut-être anecdotique, mais pas tant que ça. Il y a le travail masqué. Donc, c'est vrai qu'on se retrouve au moins physiquement quand on est tous masqués. Bon, il peut y avoir bien sûr des notions d'inconfort. Et voilà, c'est important. Également, ce qu'on peut se dire, et aussi c'est côté clair ou côté obscur de la force, ce qu'on peut se dire, c'est que le travail masqué, c'est aussi une façon de dire je te respecte. Voilà, on n'en a peut-être pas choisi d'être tous masqués, mais au moins on le fait. Et c'est un respect que je te porte, que je me porte et que je te porte. Et puis voilà, on redécouvre un petit peu ce que c'est que le regard, un contact peut-être un peu différemment. En tout cas, moi, j'ai pu me rendre compte que dans la rue, quand on se croise et qu'on se tient la porte du parking, par exemple, peut-être voilà, il y a quelque chose de nouveau qui se passe entre nous. On se dit peut-être un peu plus bonjour, un peu plus merci, un peu plus... Voilà, parce qu'on a l'impression que la personne qui porte un masque, elle nous protège. Et ça, c'est important aussi. C'est vrai, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, Caro. Mais du coup, finalement, comment le manager doit-il s'y prendre pour anticiper les risques dans ce genre de cas et faire en sorte que de nouvelles opportunités apparaissent? Alors donc, comment faire pour ne pas tomber dans le côté obscur de la force? Eh bien, on va le voir ensemble. C'est-à-dire que il va falloir faire coexister cette fameuse prévention primaire managée par la QVT. En gros, manager au quotidien pour éviter une très grande majorité des risques. Bien évidemment, détecter si on a un risque potentiel. Et puis, toujours cet aspect autour de la parole et de l'échange qui est extrêmement important. Donc, voilà, passer de l'intention à l'action. Donc, imaginons que nous sommes des managers qui souhaitent réellement allier QVT et performance au travail. Comment faire pour concrètement passer à l'action? Comment faire concrètement? Alors, il y a plusieurs choses. Donc, je dirais 5 points clés essentiels. La première, si vous êtes RH et que vous souhaitez accompagner vos managers, vraiment très important, c'est important qu'ils comprennent que manager par la QVT, c'est manager. Que ce n'est pas un travail en plus. Voilà. Il n'y a pas, et en plus, je dois détecter les RPS et je suis pas psy. Non, voilà, en fait, c'est du management, de la prévention primaire, et c'est des choses du quotidien. Je suis assez frappée de voir que parfois, les grandes entreprises définissent leurs valeurs, elles définissent leur style de management, mais parfois, elles ne font pas le lien avec l'impact que ce style de management va avoir sur la QVT. Finalement, manager aujourd'hui dans un monde agile, c'est manager par la QVT et l'impact va être absolument extrêmement important. Donc, en gros, ne pas faire du manager un manager, je dirais, quelqu'un qui doit gérer des risques. Non, il doit manager au quotidien et déjà, c'est extrêmement bien quand il fait ce qu'il fait au quotidien selon certaines méthodes qu'on va voir ensemble.
Autre chose, souvent, hein, cet aspect où on ne relie pas le management à la QVT, c'est que la QVT, le vocable QVT, est parfois vraiment concentré au sein des entreprises sur l'aspect conditions de travail, l'aspect facteur métier. Or, on voit qu'il y a 3 autres facteurs, individuels, entreprise et managérial, qui passent par les relations humaines, donc qui passent par le management. Donc, c'est 3 facteurs qui passent par les relations sur un facteur qui passe par les conditions de travail. Donc, vraiment, le point clé, c'est de pas que les managers aient le sentiment qu'on leur en rajoute, mais bien qu'on est en train de travailler avec eux, l'acte de manager par la QVT. Le deuxième point, c'est qu'ensuite, on rende les choses concrètes et claires, c'est-à-dire précisément, quand je fais un entretien avec mon collaborateur, comment j'optimise, comment je fais bien mon travail. En gros, à partir de quel moment j'ai bien fait mon travail de manager, et ça ne dépend, entre guillemets, plus de moi, mais que c'est les relais psychologiques, les relais de santé au travail, les relais RH, qui doivent prendre le relais. Donc ça, il faut arriver à rendre les choses extrêmement concrètes. Voilà. Quand je fais un entretien, concrètement, à partir de quand j'ai fait mon travail sur la QVT. Quand je fais une réunion, concrètement, comment j'ai managé par la QVT. Donc voilà, rendre les choses très concrètes. Ensuite, si tu passes à l'autre diapo, on verra que le manager ne peut donner que ce qu'il a. Donc, c'est extrêmement important, quand on parle de manager par la QVT ou même de prévenir les RPS, qu'on s'intéresse au manager lui-même, qu'on s'intéresse à sa propre QVT et lui-même, comment il perçoit, il vit les choses et comment il fait face aux exigences émotionnelles de son travail. Donc, il y a vraiment un point qui doit être sur se manager pour bien manager. Ensuite, bien évidemment, il y a un accompagnement à mettre en œuvre, je dirais une sorte de tutorat. Et enfin, on l'a vu, le manager n'est pas le seul acteur, donc il faut accompagner tout l'écosystème. D'accord. Donc, après nous avoir parlé justement de toutes ces grandes entreprises qui ont un style et un modèle de management par la QVT, est-ce qu'il existe également du management dans la littérature, pardon, des modèles de management dans la littérature? Oui, et on va vous en montrer un, qui est le modèle de management par la QVT de Pierre-Régis Turcotte, c'est un Canadien. Mais finalement, c'est du management tel qu'on le perçoit aujourd'hui dans les entreprises et tel qu'on souhaite le mettre en œuvre. Donc, on voit par exemple un point qui est la variété, c'est-à-dire comment faire que mes collaborateurs, notamment de par, alors même s'ils ont des actions assez répétitives, comment faire que de par leur collaboration pour être acteurs de leur travail ensemble et changer par exemple les façons de faire ou les façons de travailler ensemble, eh bien c'est une façon pour eux de leur offrir de la variété. On a la notion d'autonomie, de marge de manœuvre, c'est-à-dire véritablement comment est-ce que je délègue et comment est-ce que je fais confiance à mon collaborateur. Finalement, quand je mets en place mon management au quotidien, comment je favorise les relations, la collaboration, l'intelligence collective. Finalement, alors plutôt que de m'intéresser à est-ce que mon collaborateur est motivé, je vais m'intéresser à l'angle qui est est-ce qu'il se sent valorisé socialement par son travail. C'est-à-dire, comment est-ce qu'il parle de son travail, de son entreprise autour de lui? Comment est-ce qu'il le vit? Et vous allez voir, c'est un angle qui est un petit peu différent et qui est un petit peu plus, je dirais, global que véritablement pur, voilà, est-ce qu'il est en forme aujourd'hui? Est-ce qu'il est motivé? Est-ce que je le sens bien? Ensuite, on a l'angle de la vision globale, donc j'y reviens. Le manager, au-delà de donner du sens, je pense qu'il faut aller au-delà. Il ne donne pas juste du sens au travail, il donne une vision globale de ce qui se passe dans l'écosystème du collaborateur. Bien évidemment, ce qui se passe pour le client, mais ce qui se passe pour les personnes qui sont prescriptrices autour du client, ce qui se passe pour les collègues, les autres services, ce qui se passe dans la société, ce qui se passe dans le monde, en quoi le travail du collaborateur a un sens par rapport à l'ensemble de ce champ. Ça, c'est très important, plus que juste, c'est bien parce que tu permets d'atteindre tel objectif. Autre point qui est important, la notion d'auto-évaluation. Donc là, on revient sur l'espace de parole. C'est au collaborateur de s'auto-évaluer dans chacun des actes managériels, pas que au moment de l'entretien annuel ou de l'entretien professionnel.
réfléchir, poser des questions ouvertes, avoir le silence, relancer, être en empathie. C'est extrêmement important dans la QVT du collaborateur qu'il puisse avoir ce moment à la fois d'échange, de partage, d'écoute, de reconnaissance, mais aussi de réflexion sur ce qui se passe pour lui. Ça ne sert à rien de reconnaître un être humain au travail si lui-même ne se reconnaît pas dans son propre travail. Et ça passe par l'auto-évaluation. Et enfin, le dernier point, mais alors qui est fondamental, la QVT, c'est aussi dire les choses. C'est aussi l'évaluation managériale. C'est aussi à certains moments être courageux. Et ça participe, puisque c'est le moindre des respects que je dois à mon collaborateur, que de savoir lui dire les choses très concrètement. Ça participe de sa qualité de vie au travail. Donc, c'est du management, tout simplement. Voilà, c'est vraiment important de comprendre ça. Oui, effectivement, c'est très clair. Et du coup, là, ici, on voit bien que l'impact de la parole du collaborateur, au final, coopère vraiment sur sa propre QVT. Oui. Donc maintenant, si on prend un exemple, imaginons que je suis une entreprise et que je souhaite de façon très concrète que mes managers puissent manager par la QVT et également prévenir les RPS. Comment je dois faire pour les accompagner et comment Amplitude peut nous aider sur ce point? Alors, donc, globalement, il y a je dirais quatre temps. Il y a le temps de la sensibilisation. Donc, ça peut être extrêmement modulaire, bien évidemment, la façon de faire cette sensibilisation. Il y a le temps de les fameux job aids, concrètement, quand je fais un entretien, comment est-ce que j'optimise au mieux et je manage par la QVT, petit 1, petit 2, petit 3, vraiment des choses très concrètes. Ensuite, l'accompagnement, donc effectivement, ça peut se faire par des applis de e-doing. On a un partenariat notamment avec 50 là-dessus. Mais ça peut se faire aussi, bien sûr, par du mentorat, du tutorat autour de véritablement comment est-ce que je mets en pratique ces fameuses actions job aids. Et bien sûr, tout ce qui est autour de la capitalisation collective, du REX, du CODEV et de l'ICODEV. Ok, très bien. Donc là, en fait, grâce à ces 4 temps, le manager sait où il commence et sait également où il s'arrête. Ouais. Et du fait de passer à l'action, il sait quand passer à l'action car du coup, il est accompagné dans le temps. C'est bien ça? C'est exactement ça. Également, il y a ce côté de c'est logique qu'on n'y arrive pas toujours. Et vraiment, les temps 3 et 4 parce que voilà, on est autour de la relation humaine et qu'on ne soit pas parfait, et qu'on ne soit pas toujours en empathie. Des fois, on soit en sympathie ou en antipathie. C'est humain, c'est normal. Donc, l'idée, c'est de pouvoir tendre vers une application, je dirais, la plus naturelle des bons réflexes managériaux. Donc, oui, vas-y, Caro, pardon. Oui, je voulais enchaîner sur les blocs de sensibilisation, donc les deux premiers points. Donc, sur la sensibilisation, voilà, 3 grands blocs. Alors, c'est pas exhaustif, le but, c'est de creuser les choses en fonction de ce qui est déjà en place. Mais globalement, on a le bloc sur comprendre les concepts clés de la QVT. Qu'est-ce que c'est qu'un signal faible? Qu'est-ce que c'est que la QVT? Et comment est-ce que je fais autour de ça? Le bloc autour de placer le rôle du manager au sein de son écosystème, et bien sûr un bloc qui est important, qui est autour du cadre juridique, de la santé au travail, puisque la santé et la QVT, c'est la même définition, c'est pareil, c'est santé, l'OMS en 46, on parle d'un état général qui prend en compte aussi bien le bien-être physique que le bien-être psychologique ou le bien-être social. Donc, c'est la même chose que la QVT. Donc, le cadre juridique autour de la santé au travail s'ajoute au cadre juridique sur la QVT, mais il est même encore plus précis, et notamment au travers des 3 niveaux de prévention. Voilà. Et ensuite, si on veut être sur le point 2, c'est-à-dire les job aids, eh bien, on va revisiter l'ensemble des actions concrètes du manager au quotidien. Donc, à travailler en fonction des besoins, donc se manager pour bien manager. Ensuite, tout ce qui est autour des actions collectives, co-créer le sens avec mon équipe, mobiliser mon équipe, voilà concrètement comment je fais, précisément, et comment j'optimise au mieux la QVT par le modèle de Pierre-Régis Turcotte ou autre chose, mais à l'intérieur de ces actes managériaux.
Le point quand même qui est autour de la charge de travail, le manager doit faire deux choses autour de ça. Hein. L'étude sur la charge de travail, c'est une première chose. Et la deuxième chose, autour de mais comment, derrière ça, comment est-ce qu'on mène des expériences sur le travail réel avec mon équipe. Et ensuite, tout ce qui est de l'ordre de l'accompagnement individuel, qui est extrêmement important dans la QVT, puisqu'on a vu que c'était très intrapersonnel. Donc, l'accompagnement individuel, donc en prévention primaire ou alors en prévention secondaire avec le fameux entretien d'écoute QVT. Donc ça, c'est à partir du moment où je vais avoir ressenti, détecté plusieurs signaux faibles qui vont me permettre de dire, là, ouais, il faut que je creuse. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. C'est ça. Et donc, du coup, pardon, pour le management à distance en télétravail, comment faire pour qu'une opportunité s'accompagne d'un changement? Alors, tu es sur le management à distance, là, Eva, au niveau des Oui. slides, ou tu es sur l'entretien d'écoute QVT? Là, je suis sur l'entretien d'écoute QVT, je ne sais pas si tu vois la même chose que moi. Il n'y a pas de souci. Donc, l'entretien d'écoute QVT, donc c'est un exemple hein, de comment est-ce que on peut traiter les choses. C'est quoi, finalement, cet entretien d'écoute QVT? C'est de se dire, j'ai des signaux, mais en gros, je suis Socrate. Je sais que je ne sais pas. Je crois savoir que c'est parce que il a des soucis personnels. Je crois savoir que c'est parce que il y a telle charge de travail. Mais en fait, je ne sais pas. J'arrive et je vais voir mon collaborateur et lui dire que déjà, il ne faut pas qu'il croie que je suis là pour le recadrer. Donc, je ne suis pas là pour pourquoi tu arrives en retard. C'est pas le but, quoi. C'est tu m'intéresses, ta santé m'intéresse, ton bien-être m'intéresse. Et là, en ce moment, je perçois, et on enchaîne sur ce qu'on a perçu concrètement, des faits. Et ensuite, on va écouter, on va questionner. Et derrière ça, et c'est seulement à la fin de cet entretien que véritablement on pourra se dire, est-ce que j'ai plusieurs signaux d'alerte, plusieurs signaux et plusieurs causes. Mais au départ, je ne sais pas, si je ne vais pas creuser, si je ne vais pas permettre l'expression du collaborateur, je n'ai pas toutes ces infos-là. Donc, si à la fin de l'entretien, je me rends compte que j'ai plusieurs signaux et plusieurs causes, je peux me dire que peut-être il y a un potentiel RPS. Et c'est là où je vais, et seulement à la fin de l'entretien, je dirais orienter soit vers la médecine du travail, soit assister mon collaborateur au-delà de mon propre accompagnement en lui rappelant les cellules d'écoute psychologique, en lui rappelant l'assistance sociale, en lui rappelant voilà, des éléments qui peuvent l'aider ou l'accompagner. Et bien évidemment, moi, je vais prendre des engagements vis-à-vis de lui, notamment dans l'accompagnement et dans le suivi. Mais parfois, je vais me rendre compte en mettant en œuvre cet entretien que mon collaborateur, rien que le fait d'avoir écouté et d'avoir été reconnu, il se sent beaucoup mieux et qu'on était plus dans une démotivation passagère. D'où le fait véritablement d'arriver en étant très vierge d'idées préconçues. Ça, c'est tout le principe de l'entretien d'écoute QVT. Et effectivement, tout à l'heure, Eva. Du coup, je rebondis sur la question. Donc, concernant le management à distance, quand on est en télétravail, comment en faire une opportunité, justement? Est-ce que tu as un exemple d'accompagnement possible? Exactement, donc bon, parce que c'est un petit peu d'actualité. Effectivement, l'idée, c'est de pouvoir traiter plusieurs choses, notamment effectivement les points clés de réussite et ce qui va faire qu'on va réussir notre management à distance. L'organisation et finalement comment je m'appuie au travers de la distance, comment je permets à chacun d'apporter sa valeur ajoutée personnelle dans le travail de l'équipe et pas tout ramener au quoi et au combien et qu'est-ce que la personne de chez elle peut apporter à l'équipe en valeur ajoutée, à l'équipe ou au client. Donc ça, c'est vraiment un point clé très important. Et puis, bien sûr, comment est-ce que je détecte un potentiel RPS, mais plus à distance, ou au téléphone ou en visu. Voilà. Donc, voilà, des exemples, mais chacun des blocs, véritablement, est peut-être traité d'une façon modulaire. Et du coup, Caroline, comme le manager, comme j'ai compris de ce que tu expliquais tout à l'heure, est loin d'être le seul acteur de la QVT, comment on peut accompagner le reste de l'écosystème du salarié à distance? Alors,
On peut faire pour l'écosystème, effectivement, alors que ce soit les comités de direction, que ce soit les RH, que ce soit les élus du CSE, et bien évidemment tout ce qui est autour du salarié lui-même, hein, bien évidemment, pour qu'il puisse se doter des meilleures ressources intérieures et également en termes de pratique pour pouvoir favoriser sa QVT, eh bien, des blocs de formation, de sensibilisation. Et puis, comme dans toute démarche d'amélioration continue, puisque la QVT, c'est sur le long terme et voilà, il faut de la mesure. Et ces mesures, donc bien évidemment, il y a les baromètres QVT qui sont en place déjà dans beaucoup d'entreprises. Nous avons aussi, en ce qui nous concerne Amplitude, un baromètre, en tout cas, un outil pour permettre à la fois aux salariés qui se sont en RPS ou en risque, qui ne se sentent pas bien, d'être accompagnés par un questionnaire et par finalement un feedback que lui renvoie ce questionnaire et potentiellement par une ressource psychologique à titre individuel et de façon bien sûr totalement sans je perds mes mots. On ne révèle bien sûr pas son nom. Voilà. Et ça, c'est la partie pour le salarié, pour l'accompagnement du salarié. Mais bien sûr, il y a des tableaux de bord pour les RH, pour l'entreprise, qui leur permettent d'avoir un véritable outil de mesure des potentiels risques psychosociaux au sein d'une entité, au sein d'une unité, ou bien sûr au sein d'une entreprise. Et derrière tout ça, effectivement, des conseils d'action et de recommandations. Super. Merci beaucoup, Caroline. Alors, on en est à notre dernière page, hein, c'est ça? C'est ça, exactement, c'est fini. Donc, il nous reste un quart d'heure, très exactement, pour répondre à vos questions. Alors. Donc, vous pouvez directement poser vos questions via le chat. Nous, on y aura accès directement. Alors, n'hésitez pas. Pour rebondir, le sondage a été envoyé, le deuxième sondage a été envoyé finalement tout à l'heure. Ah, d'accord. Et quels sont les résultats? Voyons. Donc, pour rebondir, quel est pour vous le nouveau facteur qui influence le plus la QVT? Et c'est les changements permanents au travail qui ont 55% de vote. Ouais. Ensuite, en deuxième position, arrive à égalité le travail à distance ou télétravail avec le travail masqué et avec distance. Et ensuite, en dernier, c'est la digitalisation de la société et du travail. Les résultats du sondage ont été publiés en même temps. Alors, est-ce que nous avons des questions? N'hésitez pas, hein. Il nous reste un petit peu de temps. Des remarques, des questions, donc sur le chat. Est-ce que le chat fonctionne? Pas de questions pour l'instant, en tout cas. Françoise nous a dit, Eratom, dans le sondage, je croyais que le travail masqué était le travail rendu moins visible parce que fait à distance. D'accord. Ah oui, effectivement. La langue française. Alors, peut-être on peut revenir et on peut peut-être... le premier sondage n'a pas fonctionné, mais on peut peut-être vous poser la question là via le chat, si vous voulez bien y répondre. Finalement, qu'est-ce qui vous semble aujourd'hui dans vos organisations le plus important? Est-ce que c'est la prévention primaire, c'est-à-dire comment faire en sorte d'éviter les risques et notamment au travers du management? Est-ce que c'est la prévention secondaire, faire que les managers puissent être véritablement à l'écoute des risques et faire en sorte de favoriser le bien-être de leurs collaborateurs qui seraient en risque? Ou est-ce que c'est la prévention tertiaire qui est finalement le fait de prendre en charge la personne qui est en souffrance? Est-ce que vous voulez bien nous répondre au niveau du chat? Donc, j'ai posté la question sur le chat et en même temps, on a eu plusieurs questions qui sont arrivées. Ah, ok. Donc, du coup, Caroline, de Michael, sur les cas d'isolement en télétravail, il est très difficile d'avoir un avis. Comment y remédier? Déjà,
écouter, déjà questionner. Alors, un point très important. On n'appelle pas son collaborateur qui est en télétravail, on ne l'appelle pas sans le prévenir. Voilà. On n'aura pas notre collaborateur dans de bonnes conditions pour se livrer à nous. Donc on lui demande, voilà, on prend un rendez-vous avec lui, tiens, est-ce que ça ne te dérange pas si on s'appelle pour faire un point à tel moment. Déjà, c'est un point très important. Ensuite, il faut être en capacité d'entendre entre les mots. Je ne vous cache pas que se faire une visio, c'est quand même un petit peu mieux. Hein, mais admettons que le collaborateur ne puisse pas activer sa caméra. C'est l'entretien d'écoute QVT, mais adapté, je dirais, à la notion de télétravail. Et ce n'est qu'à partir de là qu'on arrivera à se dire véritablement, il y a un isolement social qui pèse sur le collaborateur. Et est-ce qu'il n'y a que ça? Parce que est-ce que c'est juste parce que le collaborateur est seul, parce qu'il n'a pas de famille autour de lui, ou voilà, ou est-ce qu'il y a ça, plus le fait d'avoir des difficultés à communiquer avec ses collègues ou à faire son travail. Je pense que la prise en charge managériale n'est pas la même. Si c'est juste l'isolement social, je dirais qu'on va lui rappeler les possibilités qu'il a de pouvoir parler à un psychologue, dans le cadre des grandes entreprises qui permettent cet accès à une ligne d'écoute, où on va lui permettre de pouvoir échanger avec un assistant social ou une assistante sociale. Si c'est de l'isolement social, plus, et ça je me rends compte qu'à l'issue de mon entretien, en plus des difficultés qui pèsent véritablement sur le salarié pour communiquer, pour exercer son travail, là, je vais véritablement avoir un engagement vis-à-vis de lui pour pouvoir très régulièrement lui permettre d'échanger, d'écouter, aussi pour pouvoir, le cas échéant, et ça se fait en collectif, remédier à cette notion de charge de travail et traiter en collectif l'aspect communication au sein de l'équipe, mais je ne le lâche pas et je prends des engagements vis-à-vis de lui. Une autre question? Ensuite, deuxième question, quel serait un enchaînement type d'accompagnement dans une politique QVT globale? Alors, un enchaînement type, pour moi, ça serait déjà de mesurer où on est. Voilà. On commence toujours par la mesure et on commence toujours par définir de façon quantitative et qualitative véritablement qu'est-ce qui aujourd'hui est nos facteurs forts parmi les 4 bulles et puis quels sont les facteurs sur lesquels effectivement aujourd'hui il n'y a pas de lien, le lien ne se fait pas. Parce que si ça se trouve, ce n'est pas le management. Si ça se trouve, ça se situe au niveau de la direction ou ça se situe au niveau du suivi et de l'accompagnement DRH, par exemple. Donc, voilà, ça serait déjà mesuré. Ensuite, derrière ça, on va mettre en place des actions, comme je vous disais. Il faudrait pouvoir faire coexister des actions qui permettent aux salariés de faire face, de se donner accès à la parole, de gérer son stress, de faire face à ses relations avec ses clients ou avec ses collègues, de mieux se connaître. Le salarié, le manager au travers de toutes les actions qu'on vous a proposées là, la direction sur, mais véritablement, comment est-ce que je relie ma stratégie à la QVT, sachant que j'ai tout à y gagner et que aujourd'hui on sait qu'une mauvaise QVT fait à peu près perdre, alors c'est le baromètre Apicil Mozart Consulting qui le dit, mais fait à peu près perdre entre 12 000 et 13 000 euros par an par salarié à l'entreprise. Donc voilà, je veux dire à un moment donné, ne plus se poser la question ne pas se poser au niveau de la direction le sujet de la QVT, enfin ça ne devrait plus arriver, mais relier le tout. Relier le management, ce qu'on attend d'un bon manager, à la QVT et accompagner, je dirais, les managers des managers, parce que c'est pas juste le manager opérationnel qui doit s'intéresser à la QVT, quoi. Le manager est lui-même un salarié qui a un manager. Donc je dirais que c'est un petit peu, alors on ne peut pas tout faire en même temps, mais commencer à faire bouger l'ensemble des sphères
petit à petit en se disant, bah voilà, on se donne 6 mois, on se donne 1 an, on se donne 2 ans et régulièrement, on va mesurer. Ensuite, prochaine question de Marie. Comment mesure-t-on les RPS QVT? Alors, les RPS et la QVT, c'est deux notions qui, pour moi, sont complémentaires, mais différentes. Le risque, c'est anxiogène. Ça veut dire, potentiellement, je n'ai pas pu, par mon management par la QVT, je n'ai pas pu éviter les risques. Donc, à ce moment-là, pour moi, c'est la mesure du RPS et la mesure de la QVT, c'est deux baromètres différents. Voilà, donc nous, on travaille avec des baromètres qui sont deux baromètres différents. Concernant le sujet des RPS, voilà, ce serait un petit peu long de rentrer dans les détails là, mais il nous reste encore 8-9 minutes. C'est finalement le salarié, tout simplement, il va sur son intranet ou son internet et il clique sur un petit bouton et il accède à un questionnaire qui reprend l'ensemble des facteurs de risque possibles, imaginables, jusqu'à donc bien évidemment lié à la santé, lié aux relations humaines, lié aux conditions de travail, mais lié aux facteurs personnels aussi, et jusqu'à la capacité à être assertif et à se donner accès à la parole. Donc ça va vraiment très loin. Et quand un salarié répond de façon, je dirais, voilà, je ne le sens pas bien sur ce facteur-là, eh bien ça déclenche d'autres questions qui vont déclencher d'autres questions, d'autres questions. À la fin, il a un feedback qui lui permet potentiellement de prendre un peu de recul et se rendre compte que bon, ça va, certes en ce moment il a une petite pression, mais voilà, avec tout ce qu'il nous a répondu, globalement ça va. Ou alors, il y a un potentiel risque et là on l'invite à cliquer pour être appelé par un psychologue. Ça c'est pour le salarié. Mais bien évidemment, tout ça, ça reste bien sûr complètement anonyme, individuel. Et ce qui se passe entre le psychologue et le salarié, bien évidemment, n'est connu de personne, si ce n'est en cas de danger grave et imminent, où le psychologue appelle directement le médecin du travail. C'est la seule personne qui a le droit d'appeler. Voilà. Donc ça concerne la prise en charge du salarié. Mais bien évidemment, c'est une mine d'informations sur les potentiels risques au sein de l'entreprise. Et donc, on a des tableaux de bord pour les RH qui permettent de définir véritablement où sont véritablement les risques en termes de services, hein, en termes d'unité, mais également, est-ce que c'est plutôt les femmes, plutôt les hommes, plutôt sur telle tranche d'âge, plutôt les jeunes, voilà comment est-ce qu'on mesure. Alors, du coup, Caro, peut-être faire plus rapide au niveau des réponses parce qu'on a pas mal de questions encore qui suivent. Comment maintenir la motivation d'équipe en environnement de télétravail car lié au car lié au rapport humain plutôt qu'aux aspects techniques? Comment maintenir la motivation d'équipe en environnement de télétravail car lié aux rapports humains plutôt qu'aux aspects techniques? Alors déjà, il y a plusieurs choses. Ce qui est important dans ce moment-là, c'est déjà de faire en sorte que globalement, l'équipe ne se surcharge pas de messages négatifs. Aujourd'hui, les médias nous parlent énormément de l'aspect négatif de la situation et le manager peut lui aussi sous-entendre les aspects négatifs. Or, individuellement, il y a potentiellement, comme je vous dis, découverte de nouvelles compétences en soi. Ces nouvelles compétences, c'est bien de pouvoir les partager au sein de l'équipe pour se rendre compte que tout n'est pas négatif et que donc, il n'y a pas que des conflits au sein de l'équipe, il n'y a pas que, voilà, il y a aussi des choses sur lesquelles on peut construire ensemble. Voilà, nouvelles façons d'envisager son travail et pouvoir le partager, l'échanger. Ça permet aussi aux collègues de mieux comprendre pourquoi un tel a réagi comme ça. Et voilà, le télétravail, ça bouscule énormément de choses en nous. L'absence de rapports humains, ça bouscule toutes ces choses-là et de verbaliser également le positif ou également ce qu'on a appris sur soi, c'est important. Ça permet aussi à l'autre voilà, de mieux comprendre. Ensuite, ne pas trop surcharger l'équipe de rendez-vous collectifs. L'équipe, c'est important. OK.
Le collectif, c'est important, c'est d'accord. Mais comment voulez-vous que le collectif fonctionne si chacun individuellement, les salariés ne se sentent pas à titre individuel écoutés, pris en compte par leur manager sur ce qu'ils vivent moins, voilà. Et tout vouloir résoudre en équipe, c'est pas forcément la solution, puisque l'impact du collaborateur sur ses collègues est aussi lié à la façon dont lui-même il se sent reconnu et écouté dans le télétravail. Voilà, c'est... Prochaine question de Nadine. Nous avons mis en place une boîte à outils pour les collaborateurs post-Covid, mais je n'ai pas l'impression que les collaborateurs s'autorisent à parler d'eux. Comment créer un terreau fertile? L'individu et pas le collectif. De Laure, avez-vous d'autres modèles pour manager par la QVT que celui de Pierre-Régis Turcotte? Alors, oui, bien sûr, vous avez tous les modèles qui sont autour du management agile et notamment le fait qu'il n'y a pas un bon management, il y a un management qui est adapté au contexte dans lequel le salarié est actuellement en exercice de son travail. C'est-à-dire que finalement, c'est le contexte qui dit qu'en ce moment, je vais plutôt m'intéresser aux compétences et aux talents de mon collaborateur sur tel aspect de ses soft skills, par exemple. Certains contextes disent qu'à certains moments, il faut qu'on accompagne particulièrement sur les capacités, les talents du collaborateur à être proactif, donc à être organisé, anticipé, tout ça. Et à d'autres moments, non. Ce qui est important, c'est d'accompagner chez lui, par exemple, son empathie. Donc, effectivement, tous les modèles de management qui permettent de dire que dans le monde qui change, le changement permanent, vous l'avez dit, c'est vraiment un des facteurs clés. Dans le monde qui change, c'est finalement le contexte qui va nous dire de ce que je vais développer chez mon collaborateur et de quoi il a besoin pour faire face. Ça, ce sont des modèles qui sont intéressants. Un terreau fertile pour favoriser l'expression. Un terreau fertile pour favoriser l'expression. Comme je vous le dis, parler de ce qu'on a appris sur soi, parler de ce qu'on a vécu, le parler individuellement et parler collectivement, mais pas que collectivement. Y a-t-il une notion de temps avant de définir la personne en cas de RPS? Alors, non. Alors, non. Oui, il pourrait y en avoir une, bien sûr, qu'il y a beaucoup plus de risques si ça fait des mois que ça dure et que personne ne s'en est intéressé, et voilà. Et que le salarié lui-même, d'ailleurs, ne s'en est pas intéressé. Je vous parlais du surinvestissement et de toutes ces choses-là. Mais ce qu'il faut résoudre sur l'aspect managérial, ce qui est important de se rendre compte, c'est, voilà, je vois bien, je sens bien que ce collaborateur, il y a des choses, il y a des signaux, voilà, il s'énerve plus souvent, il a l'air fatigué, voilà, bon bref. Il y a des signaux, j'en ai plusieurs, mais voilà. C'est tout de suite que je vais déclencher un entretien où je vais l'écouter et où je vais, voilà, ça ne devrait pas prendre très longtemps avant de déclencher ça. Hein. Par contre, bon, voilà, cet entretien, j'arrive très ouvert et je peux me rendre compte de choses qui durent en lui depuis hyper longtemps. Voilà, donc je dirais, voilà, non, il ne faudrait pas qu'il y ait une notion de temps, en tout cas. Et là, on a dépassé les 1 heure, donc on finit de répondre aux 2 questions qu'il reste. Je vous remercie de parler de l'assistance sociale, un point central pour l'équilibre vie pro, vie perso. Merci, oui, tout à fait. Et dernière question, vous avez parlé d'un outil de détection des RPS. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors, je vous en ai donc parlé tout à l'heure et bien sûr, je suis à votre disposition pour vous en dire plus lors d'un échange téléphonique. Voilà. Voilà, c'est bon, les questions sont terminées. Merci beaucoup à vous tous. Toutes nos excuses pour ces petites
problématique technique au départ. Voilà, j'espère que ça vous a pas trop perturbé. Et puis, je vous dis à très vite et à très bientôt pour nos prochains webinars. Merci à tous et merci à toi, Caro. Merci, au revoir. Au revoir.